Cher public, chers invités, bonjour, merci d'être là avec nous aujourd'hui pour cette table ronde qu'on va partager. Aujourd'hui, on va parler de Culture 2030, du rapport des Assises de la culture fribourgeoise de 2014. On va revenir justement sur qu'est-ce qui a été discuté, qu'est-ce qui a été présenté dans le cadre de ce rapport. Et à l'échéance qui s'approche 2030, on va aussi tenter aujourd'hui, les quatre, de faire un petit bilan, de voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'il y a des choses encore à améliorer, est-ce qu'il y a des choses qui ont été peut-être oubliées à ce moment-là, qu'on pourrait aussi rajouter à la liste des mesures à prendre d'ici là. Et pour ce faire, aujourd'hui, avec moi, j'ai trois personnes qui ont participé et qui participent aussi aujourd'hui toujours à la construction de la politique culturelle à Fribourg. Je vous présente dans l'ordre. D'abord, Karl Alex Ridoré, ancien préfet de la Sarine, qui était du coup le préfet qui a lancé aussi ces assises, et aussi maintenant président de la Fédération fribourgeoise des chorales. Merci d'être là avec nous. Merci de l'invitation. Léa Romanens, secrétaire générale de Frisson et aussi membre du comité de l'association K, multicasquette et aussi bien sûr très engagée dans la culture à Fribourg. Merci aussi de prendre le temps de venir discuter de tout ça avec nous. Merci. Et pour terminer, Marcus Barmer, directeur général de Mediapart Radio Fribourg, qui a aussi beaucoup contribué à faire bouger les choses depuis les années 90. Tu as aussi eu la casquette pendant un moment de la direction du service de la culture et du tourisme à l'époque, c'était ça? De la ville? De la Voilà, ville, exactement. Et premier délégué culturel régional. Voilà, exactement, de comme on l'appelait à Coriolis. l'époque. Ouais, magnifique. Du coup, pour commencer, je voulais vous poser la question, peut-être une question un peu globale pour se mettre dans la situation un petit peu. Donc, on part des assises qui ont eu lieu en 2014. On est quasiment un tout petit peu plus que 10 ans après ce moment-là. Je voulais un peu prendre un peu prendre la température par rapport, tout d'abord, à un peu l'image que la culture a, la culture fribourgeoise, un peu si on peut dire son image de marque, si on emploie des termes un peu jolis comme ça, marketing. Il y a bien sûr eu une évolution. Depuis, on a aussi vraiment créé une identité autour de la région fribourgeoise qu'on exporte, pas seulement pour la culture, mais aussi pour le sport, l'économie et d'autres domaines. Comment est-ce que vous avez vu ça évoluer? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a là déjà aussi un attrait en fait du public, des gens qui viennent de plus loin? Comment est-ce que cette culture en général, elle a évolué? Et puis l'image aussi que le grand public a de tout ça. Est-ce que là aussi, il y a encore peut-être des choses à faire dans un proche délai d'ici 2030 qui pourrait aussi encore nous apporter quelque chose? Je ne sais pas qui a envie de commencer à prendre la parole pour cette question. Bon, je vais bien me lancer. Je distinguerais peut-être la culture vue par les fribourgeois, en fait, l'importance de la culture pour les fribourgeois, et puis la culture fribourgeoise vue depuis l'extérieur. Et en fait, paradoxalement, j'ai l'impression que par rapport à l'époque où moi je débutais, où la culture elle avait une place très limite et petite en fait au sein des préoccupations de la population et des autorités politiques. Et nous, on a dû beaucoup se battre en fait pour que la culture obtienne la place que nous on estimait qui était la sienne. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même un acquis qui est important, il y a des infrastructures performantes qui sont là, il y a une professionnalisation de la culture qui a eu lieu avec des conditions plus ou moins, enfin toujours indécentes, mais pas autant indécentes, j'ai envie de dire que ça a pu l'être il y a une trentaine d'années. Et de ce fait aussi un public assidu, fribourgeois, qui adore, qui vient au spectacle. Et en fait, pour eux, les infrastructures et l'offre culturelle fait partie de la vie communautaire. En revanche, j'ai l'impression que vu de l'extérieur, l'importance de Fribourg, elle a diminué les 20 dernières années. On était des précurseurs, il y en avait dans la génération de l'époque qui étaient considérés comme des gens qui étaient extrêmement créatifs, débrouillards, parce qu'on devait faire de la culture avec des bouts de ficelle. Et ça formait les gens pour voilà, être en fait engagés ailleurs, à l'extérieur. Et puis les Fribourgeois, ils avaient une réputation, des artistes ou les acteurs culturels, ils avaient une réputation d'être assez à l'avance. J'ai plus l'impression aujourd'hui qu'on nous considère comme étant à l'avant-garde voilà, de ce niveau-là. Je ne sais pas ce que...
C'est hyper intéressant et je partage tout à fait ce constat, notamment si je prends l'exemple de Frisson, en tout cas, qui était vraiment effectivement une institution au moment de sa création iconique, extrêmement avant-gardiste, qui pendant longtemps, bon, est quand même toujours aujourd'hui un peu considérée comme une institution qui a vraiment une importance historique dans les musiques actuelles au niveau national. Mais n'empêche qu'elle rayonne plus autant que ce qu'elle rayonnait il y a 20 ans, 30 ans. Il y a plus, en tout cas pour les artistes, il n'y a plus ce truc de il faut absolument avoir joué une fois à Frisson dans sa vie, comme ça a pu être le cas à l'époque. Donc ça, c'est une évidence. Et puis peut-être pour compléter aussi tout ça, je pense que on peut quand même, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Moi, j'ai beaucoup moins de recul que les deux personnes qui sont à côté de moi. J'étais pas là en 2014, en l'occurrence. Mais c'est vrai que je crois qu'on peut être sacrément fier de l'offre qui est proposée aujourd'hui dans le canton par rapport à la taille du canton, en termes de diversité notamment. Je trouve vraiment que c'est impressionnant. Elle a vraiment aussi au niveau des musiques actuelles, vu que c'est vraiment mon domaine d'expertise, je trouve ça vraiment... ouais, je trouve vraiment on peut en être très fier, tout en sachant qu'on est un des cantons romans les moins bien dotés au niveau des finances publiques. Alors voilà, je trouve quand même que c'est assez incroyable de voir tout ce qu'on arrive à faire malgré ce contexte-là. Oui, merci. Je ne vais pas être très original parce que je vais effectivement confirmer dans l'ensemble, mon sentiment il va dans le même sens. Avec effectivement ce côté un petit peu paradoxal que je dirais, notamment les institutions qui ont déjà été citées, encore d'autres, la Spirale, qui il y a 20, 30 ans, avaient vraiment aussi un rayonnement à l'extérieur du canton, étaient vues beaucoup comme, j'ai envie de dire, des événements ou des structures de la ville de Fribourg, au mieux de l'agglomération de Fribourg, mais plutôt de la ville de Fribourg. Et en fait, avec un espèce de peu d'intérêt, si ce n'est désintérêt poli, à l'intérieur du canton, et par contre un rayonnement à l'extérieur. Et ça, je trouve ça a vraiment fondamentalement changé. C'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours toute une série d'institutions qui ont un vrai rayonnement cantonal ou extra-cantonal, mais qui sont effectivement, alors vraiment, maintenant je trouve reconnues par le canton, mais aussi par l'ensemble des régions et de la population, j'ai envie de dire, du canton, comme étant des institutions appartenant à l'ensemble du canton. Donc ça, je trouve que c'est effectivement quelque chose d'extrêmement positif. Peut-être ça a un lien avec justement les différentes lois, les différentes politiques, les différentes démarches qui ont été faites. Mais c'est peut-être aussi effectivement le signe que maintenant, que cette consolidation ou cette harmonisation à l'intérieur a pu être faite. Il faut peut-être remettre de l'énergie maintenant sur l'aspect effectivement extérieur, où là il y a plutôt, je ne sais pas si c'est en retard, mais disons en tout cas une avancée qui est plus aussi marquée qu'avant. Super. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut, maintenant qu'on a fait un petit peu, on a pris ça pour commencer, on peut revenir un petit peu sur ce qui a amené aussi à ces assises. J'avais envie d'en discuter un petit peu avec vous. Du coup, je vais enchaîner aussi avec toi, Cal, qui est aussi un peu à la source de tout ça. D'abord, pour revenir aussi dans le cadre dans lequel on se trouve aussi aujourd'hui, à la Bibliothèque régionale d'Avry qui nous accueille. Donc on présente cette exposition justement surtout l'histoire de la régionalisation de la culture à Fribourg. Donc on parle aussi bien sûr de cette époque des assises, on parle aussi de ce qu'il y a eu avant bien sûr, j'aurais aussi des questions pour toi aussi Marcus à ce sujet, et bien sûr des mouvances aussi actuelles qui nous occupent. Par rapport à ces assises de la culture de 2014, car Alex, je voulais te demander, qu'est-ce qui a amené, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur par rapport aux assises de 2014 pour son organisation? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous amener un petit peu dans les coulisses ou bien dans ce qu'on n'a pas su vraiment de pourquoi est-ce que ça a été là? Et commencer par ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais alors en réalité, pour bien comprendre les assises de 2014, en réalité, il faudrait commencer chez Marcus, parce que l'origine, elle est vraiment dans les années 80-90, donc probablement qu'on y reviendra tout à l'heure. Je ne spoile pas le début de l'histoire, mais toujours est-il qu'en 2008, 2009, 2010, il y a un élément extrêmement important, c'est la création de l'agglomération de Fribourg.
et qui est une avancée totalement déterminante pour toute une série de domaines, l'aménagement régional, le tourisme, l'économie et la culture, mais qui arrive à un moment où l'agglomération remplace en fait un écosystème culturel qui était là, dont Marcus était une des pierres angulaires, et qui voulait que, alors, sur le papier, il y avait plusieurs structures différentes, Corellis Promotion, Corellis Infrastructure. Je vous passe les détails, ce n'est pas très important. Mais en fait, c'était plus ou moins la même personne qui présidait l'ensemble de ces structures, donc le préfet à l'époque. Et la cheville ouvrière, c'était la même personne, c'est-à-dire que le chef du service de la culture de la ville, c'était la même personne que le délégué de Corellis Promotion, et c'était la même personne que le délégué de Corellis Infrastructure. Donc Marcus. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait commencer un peu plus tôt pour bien comprendre. Et évidemment que l'agglomération a été un progrès sur toute une série d'éléments, mais on a perdu quelque part cette cohérence entre les différents aspects, justement, infrastructure, notamment et promotion, et le rôle de la ville comme ville-centre du canton. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu dilué. Et c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons qui a amené effectivement à ces assises de la culture. C'était l'occasion de se dire, on se retrouve tous autour de la table, indépendamment de savoir dans quel secteur on travaille, pour repenser la culture comme un tout, comme une globalité, au niveau de la région, mais aussi on s'est vite rendu compte qu'en fait on ne pouvait pas le faire sans aussi penser justement à la culture comme quelque chose qui va au-delà de la région et de l'agglomération, mais comme un fait cantonal, voire extra-cantonal. Merci beaucoup. Je continue du coup avec toi, Marcus, pour voir un petit peu depuis plus loin. Donc tu participais aussi dans les années 90 déjà à un collectif qui s'appelait le collectif Phare, qui militait justement du côté vraiment du terrain de la culture pour une reconnaissance et puis pour ouvrir un dialogue surtout avec les autorités, si je comprends bien, par rapport à la politique culturelle. Par rapport à ça, est-ce que tu penses selon toi que en fait déjà dès les années 90, il y aurait pu avoir ces assises? Comment après, tu as occupé une autre casquette qui a changé un petit peu ça et qui a porté ça. Mais comment est-ce que tu vois un petit peu ce moment charnière des années 90 où il a fallu justement vraiment s'armer un petit peu pour les personnes du terrain pour aller demander des choses? Alors, on a eu nos assises en fait dans les années 90. D'accord. C'est ce qui avait abouti au rapport pour une politique culturelle régionale de 1996. Qui était en fait le fruit d'une pression des milieux sur les autorités politiques pour dire on a besoin d'une politique, définissez-en une. Et le politique, comme d'habitude, disait ah bah ouais, alors faites-nous une proposition. Et puis ils nous ont fait bosser pendant des mois pour déboucher sur un rapport. Je trouve qu'il a toujours sa valeur aujourd'hui, qui était à l'origine en fait de tout ce qui s'est passé par la suite. Et en ce sens-là, en fait, les assises de 2014. C'est juste, moi je pense que c'est cyclique, les choses sont cycliques. En 96, en fait, on a commencé un cycle et qui, lui, était basé sur le constat d'un manque qui était partagé par tout le monde, qui était le besoin d'infrastructures. Personne n'avait d'infrastructure à Fribourg, ni la culture contemporaine, ni, il faut le rappeler, la culture classique. Et il y avait un moment extraordinaire dans les années 90, c'est que le classique et le contemporain, par définition, depuis 68, totalement opposés politiquement et culturellement et au niveau des publics, s'est uni. Et on s'est unis avec la Société des concerts, la Société du théâtre, très très bourgeoise à l'époque et tout. Nous avec Bellu, BBI et les voilà. Et en fait, on s'est unis pour dire ensemble aux politiques, ça va plus. Il n'y a rien en fait qui nous permet de travailler correctement. Et ça, c'était un constat, je pense, qui était extrêmement fort et qui a permis de débloquer en fait le mouvement, qui a finalement débouché sur la création des infrastructures culturelles au niveau théâtre et concert, à savoir le Théâtre Équilibre à Fribourg et Nuitoni à Villars-sur-Glane. Et en fait, derrière cette locomotive, plein de petits wagons, ça c'était un peu mon travail et celui de Karl, respectivement des autorités politiques de l'époque, d'accrocher les wagons pour qu'on n'oublie pas en fait tout le reste de la culture, parce qu'on ne pouvait pas créer des murs pour rien. Donc il y avait cette vision pour expliquer, il faut du contenu, sinon ça ne sert à rien de faire des murs. Il y avait une unité politique pour dire, il faut des murs maintenant.
Donc on a essayé de créer voilà, ce petit train avec une locomotive et des wagons. Et en 2010, en fait, 2011, c'était avec l'inauguration du Théâtre Équilibre, ce cycle-là était arrivé à sa fin. Et il était logique qu'à ce moment-là, on se dise, mais puis maintenant quoi? Hein, et c'était là où, en fait, Karl, il a essayé de réunir tout le monde pour avoir une réflexion, pour dire, bon, là, on arrive au bout d'un cycle de 20 ans de lutte, et il fallait se trouver des nouveaux objectifs. Et je pense que c'est là que sont parties ces assises de 2014 avec une vision pour 2030. C'est exactement ça, et effectivement avec ce caractère vraiment charnière de dire, OK, il y a la fin d'un cycle qui a été extrêmement porteur, avec notamment un peu l'aboutissement avec l'inauguration en 2011, décembre 2011, sauf erreur, d'équilibre, et ce côté justement wie weiter, de dire, mais en fait, ces assises qui avaient eu dans les années 90 ont été tellement fructueuses, ont amené tellement d'énergie et de canalisation et de structuration aussi pour les 20 années, les années 90 et les années 2000, qu'on s'est dit, en fait, c'est un beau cadeau qu'on peut se faire à nous-mêmes, respectivement, faire à la culture, que de rouvrir un nouveau cycle avec une nouvelle perspective, avec une nouvelle vision commune, d'où cette idée, effectivement, de vision 2030, de dire, OK, on est à la fin, enfin au début des années 2010, refaisons un cycle de 20 ans, dans 2030, comment est-ce qu'on imagine la région culturelle? Et c'est ça, effectivement, qui a amené les assises de la culture, de 2014. Voilà, ouais. Super. Et avant de passer vraiment dans le concret aussi, de revenir vraiment dans ce rapport Culture 2030, je voulais encore juste, Marcus, te poser une question, étant donné que tu as eu aussi un passage où non seulement on vous avait demandé à l'époque de proposer un projet de politique culturelle, mais après tu t'es retrouvé aussi à prendre la casquette justement de chef de culture, de la culture de la ville. Et je voulais un peu te demander, mais du coup, comment est-ce que cette transition avait pu se faire? Comment est-ce que tu as vécu cette époque? Tu as ensuite rédigé aussi en 2001 déjà un premier jet de politique culturelle jusqu'en 2006. Et puis, j'imagine que ça a aussi justement amené à la création de ce théâtre. Et je voulais un peu te demander aussi ton retour par rapport à cette période pour clore un peu le début de l'histoire. Comme nul n'est prophète en son pays, j'ai dû partir, en fait. J'ai dû quitter Fribourg pour revenir après, entre guillemets, par la grande porte, quand il y a eu cette opportunité qui s'est créée parce qu'ils cherchaient un délégué culturel régional. Et je pense qu'à ce moment-là aussi, il y avait une volonté politique pour dire on doit trouver quelqu'un de jeune, dynamique, qui sort, si possible, des milieux contestataires pour effectivement soit le griller, parce qu'il n'aura pas les épaules assez larges pour supporter d'être, je veux dire, c'est un changement quand même de fonction. Et entre changer de fonction et puis retourner sa veste, il y a une petite limite. Ce qui fait qu'au début, ouais, j'ai dû pas mal me battre parce qu'il y en avait certains qui me considéraient comme quelqu'un qui avait retourné sa veste. Parce que j'ai dû vite apprendre qu'entre un militantisme où on défend un point de vue, c'est peut-être comme au niveau politique quand vous êtes dans un législatif ou dans un exécutif. Si vous arrivez dans l'exécutif, je veux dire, vous devez gérer, vous ne pouvez plus juste dénoncer et dire faites, vous devez faire, et quand on fait, on doit tenir compte des pour et des contre, et mon rôle c'était clairement de faire l'intermédiaire entre un univers culturel et un univers politique au langage complètement différent. Et j'ai assez vite compris que je devais apprendre les deux langages et ensuite en fait faire le traducteur tout le temps. Pour expliquer que souvent, ce qui est mal compris, ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté, et ce qui n'est pas décidé correctement, n'est pas toujours de la mauvaise foi. De part et d'autre, parce qu'il y a eu aussi, c'est le fameux principe du conflit, un cycle de conflit qui va vers un cycle de coopération, et ainsi de suite. Et puis il y a de nouveau des conflits, et puis il faut toujours des personnes qui arrivent en fait à créer après le dialogue. Et puis je pense que j'ai eu la chance et puis d'avoir un petit peu cette capacité à créer le dialogue, plutôt que... J'aime bien l'opposition, mais toujours dans un but qui doit déboucher sur quelque chose. Mais quand j'ai dit que je dois partir, c'est en 97.
Moi, j'étais à la Spirale à l'époque, en fait, j'étais programmateur. Et après, j'ai été nommé au Moods à Zurich, donc avec des conditions incroyables, parce qu'il y avait des subventions en ville de Zurich, pléthore, enfin, comme aujourd'hui encore dans les grandes villes. Et tout d'un coup, j'avais un salaire, pas de ministre, mais j'avais un salaire, bêtement. À la Spirale, je travaillais à 20% pour 1200 francs, ou 30% pour 1200 francs par mois. Et c'était tout. Et je bossais à plein temps. Puis heureusement que j'étais musicien. Puis je pouvais encore faire des concerts le week-end pour payer mes fins de mois. Mais j'ai fait ça pendant 10 ans. Et ensuite, voilà, ça a changé. Puis tout d'un coup, j'étais alors dans un autre rôle. Magnifique, merci. Léa, on reviendra vers toi aussi, bien sûr, un tout petit peu plus par après pour le concret, étant donné que tu n'étais pas encore là à cette période des assises, mais du coup j'ai plein de questions pour toi pour justement un peu le maintenant. Mais je reviens vers toi, Karl-Alex, pour un peu revenir du coup sur le processus de ces assises. Je voulais te demander, du coup, comment est-ce que ça a été vécu, comment est-ce que c'est arrivé, et surtout, ça a donné lieu à ce magnifique rapport qui est un peu aussi un très beau condensé d'objectifs et puis de politique culturelle qui vient vraiment voir tout l'ensemble, mais ensuite aussi préciser dans des mesures concrètes. Et il y a une chose pour moi qui est pas vraiment abordée là-dedans. Alors moi j'ai une posture aussi où c'est un outil que j'ai découvert aussi bien plus tard, mais il y a une chose qui est pas vraiment abordée là-dedans, c'est aussi le suivi un petit peu de cette réalisation, de ces objectifs. Et je voulais aussi poser la question de comment est-ce que ça a été vécu et ensuite comment est-ce que ça a été utilisé, repris. On parle aussi justement de l'application de tout ça, puis il y a peut-être des choses là où tu peux aussi apporter un peu des précisions, j'imagine. Alors, peut-être pour faire le lien avec ce qu'on a dit avant, et puis montrer effectivement comment ça se passe ensuite sur le moment. Il y avait plusieurs challenges. Un premier challenge qui a déjà été évoqué par Marcus, c'est de faire parler les politiques et la culture ensemble. Ensemble. Ce qui est possible, ce qui se fait de plus en plus, et je le salue, mais qui est pas toujours évident, qui ne l'était pas forcément à ce moment-là. Et donc ça, c'était déjà un premier challenge. Par-dessus là, c'est greffé deux autres challenges internes à chacun des deux mondes, on va dire ça comme ça. Dire qu'effectivement, à l'intérieur de la culture, de faire parler de la culture, mais alors que les chapelles ne sont pas forcément les mêmes entre les arts de la scène, la musique, la littérature. Enfin, donc, il fallait déjà essayer de trouver aussi à l'intérieur de la culture un langage commun, des enjeux communs et des objectifs communs. Et puis la même chose au sein des politiques, parce que, je reviens à ce que je disais avant, entre la ville qui avait une politique culturelle très déterminée, Coriolis Infrastructure qui était un acteur extrêmement déterminant, et l'agglomération qui venait de reprendre les tâches de Coriolis Promotion et qui avait aussi un rôle extrêmement important à jouer. Il suffit de rajouter la préfecture et puis encore le canton et son service de la culture là-dessus, et vous voyez bien qu'en fait, vous avez des temporalités, des besoins, des objectifs qui ne sont pas non plus évidents. Et donc, je crois que le gros challenge, mais aussi la grande réussite de ces assises de la culture, c'est qu'à la fin, d'une manière ou d'une autre, toutes ces personnes se sont retrouvées autour de la table à discuter ensemble et à se mettre d'accord sur un catalogue de mesures, 10 mesures, pas un truc interminable que personne ne lit, mais 10 mesures qui sont assez claires, assez parlantes, assez concrètes. Et puis alors, je te rejoins effectivement, avec pas un mécanisme de suivi très détaillé, mais c'était, je crois, inéluctable, et c'était le mieux comme ça. Parce qu'effectivement, si on voulait en plus de ça essayer de faire des théories pour expliquer aux gens comment ils doivent faire la cuisine ensuite, ça aurait été probablement à côté de la plaque, et les gens auraient mis les pieds au mur. Et c'est pour ça qu'on a plutôt fait un système où on a dit c'est ça les objectifs, c'est ça les échéances, c'est ça les priorités, et selon nous, c'est ça les acteurs principaux en charge du projet, parce qu'effectivement, tout le monde se rendait bien compte qu'il n'y avait quasiment aucune de ces 10 propositions qui pouvait être mise en œuvre par un seul des acteurs
tout seul, donc ça demandait de la concertation, de la collaboration. Et c'est ça qui s'est passé ensuite dans les années 2014 jusqu'à aujourd'hui, c'est que ces acteurs, sur la base de collaborations déjà existantes, renforcées par les assises, on continue à se parler, on continue à collaborer et on aboutit à différents éléments sur lesquels on reviendra tout à l'heure, jusqu'à la toute dernière étant la nouvelle loi sur les affaires culturelles sur laquelle on reviendra probablement tout à l'heure. Super. Et la nouvelle région aussi, voilà, qui est encore dans les pipelines, mais on va voir tout ça très prochainement. Est-ce que je peux se poser une question? Bien Quelque sûr. chose qui m'intéresse dans tout ça, c'est justement la place du canton qu'il y avait dans cette démarche. Enfin, c'est une démarche qui était régionale, qui était donc Grand Fribourg-Sarine, quoi. C'était quoi leur position et comment ils ont été intégrés et pourquoi, du coup, en fait, cette démarche, ces assises-là n'ont pas été faites au niveau cantonal? Je laisse volontiers répondre. Comme souvent, le mérite de certaines questions, c'est d'exister. Donc, cette question-là, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée déjà à l'époque. Pour être tout à fait clair, la volonté, l'idée, c'était d'inviter, d'associer le plus possible le canton, mais manifestement, ce n'était pas son idée de s'impliquer plus que nécessaire ou plus que temps. Et je pense que c'est pour ça que je parlais de la loi sur la culture, c'est qu'en fait, il faut bien voir que les assises de la culture de 2014, elles tombent quelque part pile entre la première loi sur la culture de 1991 et la nouvelle loi qui vient d'être votée la semaine passée par le canton. Et en fait, dans la première version de la loi, celle de 1991, alors elle avait la chance d'exister, justement, c'est le fruit de « il faut maintenant une politique culturelle, donc il faut une loi ». Et donc le canton a fait une loi, mais en 1991, une loi dans laquelle il a donné énormément de place aux communes, dans la politique culturelle communale. Et comme souvent, beaucoup de place aux préfets et aux préfectures pour coordonner tout ça, donc aux régions. On peut voir ça comme une manière de se mêler du minimum possible, mais toujours est-il qu'effectivement, on a vu, et c'est peut-être la dernière dimension qui rejoint ta question, on a vu effectivement, quand on a préparé les assises, qu'on se disait, mais en fait, on ne peut pas réfléchir à une politique culturelle régionale sans qu'elle soit directement en phase et coordonnée avec le canton et avec les autres régions. Donc là, il y a eu un moment, je ne peux pas dire de tension, mais disons de convergence, pas immédiatement spontanée, on va dire ça comme ça. À la fin, le canton était quand même présent, il a quand même participé, on le remercie encore. Mais surtout, je pense que ça a été une pierre de plus sur la route qui amène maintenant justement à la nouvelle loi sur la culture, où on voit qu'en fait, la régionalisation de la culture, c'est plus uniquement en Sarine, mais c'est définitivement dans toutes les régions du canton. Et le rôle du canton et des régions et des communes a été reclarifié. Et ça, je pense, c'est aussi effectivement indirectement un des fruits de ces assises de 2014. Ouais, très clairement. Peut-être pour venir avec une question par rapport à l'association K, Léa. Elle est apparue après, l'association K, qui est donc la fêtière des institutions culturelles professionnelles du canton de Fribourg. Votre rôle, c'est aussi justement d'aller faire ce travail un peu de lobbying, si on peut dire comme ça, par rapport à la culture, et puis de la place vraiment des institutions culturelles. Ça a été aussi joint maintenant avec la plateforme de toutes les fêtières, et puis il y a eu depuis aussi, et surtout avec le Covid qui a agi là vraiment comme catalyseur, énormément de fêtières qui sont créées, surtout dans des domaines plus contemporains ou vraiment spécialisés techniquement. Comment est-ce que vous voyez aussi ce genre d'outils et par exemple ce rapport Culture 2030, est-ce que ça vous guide aussi un petit peu dans votre travail pour aller chercher? Est-ce qu'il y a vraiment eu aussi, est-ce que c'est des ressources pour se baser aussi sur des choses pour aller après aussi défendre?
comment est-ce que ça a été utilisé jusque-là et est-ce que tu penses qu'il y a encore plus aussi qui est possible à faire avec les fêtières, notamment simplement dans la défense aussi de ses intérêts, mais aussi peut-être dans une meilleure coordination. On le disait aussi, l'idée aussi pendant ces assises pour pour le monde de la culture, c'était d'arriver avec des objectifs communs. Et est-ce que ça aussi, ça peut, selon toi aussi, maintenant, ce regroupement des fêtières aider à cela? Il y a beaucoup de questions. Ouais, ça en fait... ça, Bon, alors, c'est une évidence que la création de ces fêtières et la fédération de ces fêtières, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et l'association K, au départ, c'est aussi de nous se mettre ensemble, de créer des espaces pour échanger entre nous, pour s'entraider. Il y a des toutes petites associations comme il y a des très grosses, et puis c'est vraiment effectivement d'avancer ensemble. C'est quand même un enjeu, et ça restera toujours un enjeu de se mettre d'accord sur les objectifs, sur ce qu'on défend, d'avoir la même ligne. C'est encore plus un enjeu quand on parle avec les autres fêtières. C'est clair qu'entre les institutions culturelles et les artistes, par exemple, on n'a pas forcément les mêmes enjeux ou problématiques. On arrive à se mettre d'accord, je crois, la plupart du temps. Mais c'est clair que ce n'est pas toujours facile. Et là, si je prends l'exemple... alors évidemment que ce genre d'outils, pour répondre à cette question, pardon, ce genre d'outils, évidemment que c'est des très bonnes guidelines parce que nous, on y revient régulièrement, notamment dans toutes les discussions qu'on a eues par rapport à la disparition de l'agglo. On est toujours revenu à ce document, on a toujours nommé que les objectifs avaient été posés et que c'est ça qu'on devait suivre, mais ça concerne que la région. Et l'association K, elle est cantonale, et on se soucie aussi beaucoup de nos membres qui sont justement, qui ont moins de référents que nous, qui ont moins d'outils que nous, qui n'ont pas des communes qui peuvent les subventionner comme nous à Fribourg. Donc voilà, alors il y a des groupes de travail qui sont spécifiques Fribourg, ville et sa région, mais c'est vrai qu'à la base, l'association CAS, c'est cantonal, et puis c'est plutôt, on est un interlocuteur pour tous les organes, mais notamment du canton dans le cadre de cette plateforme des fêtières. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tout, mais... Oui, ouais. En fait, peut-être une question complémentaire par rapport à ça, c'est est-ce que d'avoir ce genre d'outils, ça aide aussi peut-être dans d'autres régions où il y a moins justement de bases de politique culturelle, où il y a moins de répondants, peut-être à aller chercher quelque chose? Je ne veux pas parler à la place de mes collègues qui sont dans les autres régions, et si eux utilisent ça pour aller voir leurs partenaires financiers, si on veut bien, mais en l'occurrence, je crois que toute politique culturelle du canton et donc des régions et donc des communes est bonne à prendre, et je pense que tout l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir quelque chose de coordonné entre tous ces organes et qu'on avance tous et tous ensemble. C'est pour ça que je me suis permise de poser cette question avant. J'imaginais bien qu'elle allait être un petit peu dérangée, mais enfin, je pense que c'est tout l'enjeu aussi aujourd'hui, et notamment avec la LEAC. Et effectivement, maintenant, c'est comment les régions, avec le canton et avec les communes, vont réussir à se coordonner pour avancer ensemble et puis pas avoir des politiques culturelles qui diffèrent, quoi. Peut-être pour rebondir sur ce dernier complément, disons, alors on était, on reste, ou je reste, en tout cas très, très fier du travail qui a été fait à l'époque, mais il ne faut pas non plus, c'est pas non plus une révolution extraordinaire. Ce qu'il y a là-dedans, c'est des principes qui sont, je dirais, assez universel, assez logique, assez cohérent, et non pas typique d'une seule région sur Terre, la Sarine et le Grand Fribourg. Dans ce sens-là, c'est juste la traduction régionale de principes de bonne gouvernance qui, du coup, dans ce sens-là, sont facilement traductibles dans n'importe quelle autre région. Respectivement, ont pu être cohérents avec pas mal de principes qui ont guidé la nouvelle loi sur les affaires culturelles. Mais c'est plus, je dirais, une maturation préalable de questions qui sont devenues maintenant plus uniquement, typiquement de la région du Grand Fribourg, mais de l'ensemble des régions et de l'ensemble du canton. Voilà. Mais ouais, ça a eu le mérite quand même de vraiment mettre noir sur blanc, de vraiment parler
de l'ensemble pour arriver à vraiment pas mal de choses un peu concrètes et puis à servir aussi de levier pour aller chercher certaines choses, j'ai l'impression. Et je voulais continuer peut-être avec une question pour toi, Marcus. Toi qui as beaucoup milité aussi à une époque où il y avait encore moins. Cette question des leviers justement de la part du terrain, alors j'ai l'impression que ça a servi, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais que dans les années 90, vous avez beaucoup utilisé l'action concrète dans la rue pour pouvoir aussi arriver à demander certaines choses. Ici, on a des choses qui ramènent vraiment à un discours entre les politiques, mais est-ce que tu vois aussi peut-être pour la culture et puis dans certains cadres d'autres leviers d'action qui pourraient être employés, peut-être sur le modèle des années 90? C'est toujours difficile de comparer parce que les temps changent, les générations changent, les besoins ne sont pas les mêmes. Je veux dire, moi, j'ai grandi à une époque où il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, et ça change tout. Quand je vois aujourd'hui, en fait, l'impact des réseaux sociaux sur le comportement, pas seulement des jeunes, mais même de moi-même, c'est colossal. Et ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on pouvait vivre, en fait, dans les années 80, 90, et puis les décennies qu'on voit ici à l'exposition. Donc il est très difficile pour moi de comparer parce qu'en fait, finalement, il appartient à la génération d'aujourd'hui de trouver ces moyens d'expression et de militantisme qui font partie de l'époque dans laquelle nous vivons. C'est certainement beaucoup plus sur les réseaux, c'est ailleurs que ça se passe. Moins dans la rue, est-ce que c'est bien ou pas bien, je ne sais pas. Moi, évidemment, on a un certain romantisme quand on repense, quand on campait à dans la cour de la préfecture ou quand on plantait des croix aux grandes places. Mais je ne sais pas si aujourd'hui ça aurait le même impact. Donc, loin de moi de vouloir dire oh, c'était super à l'époque et puis aujourd'hui c'est des mous et puis ils ne savent pas se battre. Pas du tout. Je pense que chacun, en fait, il s'exprime avec ses moyens et les besoins ne sont pas les mêmes. Ce que je constate par contre, c'est qu'il y a eu un changement important, effectivement, au niveau de la prise, au niveau de la conscience politique, qui a quand même compris les 30 dernières années que la culture fait partie d'une promotion régionale, au même titre que le tourisme et l'économie, ce qui n'était pas du tout le cas. Et il y a eu un changement important aussi au niveau de la formation des acteurs culturels. Nous, on était des autodidactes complets. Mais à partir de rien, on a commencé à bricoler, et on a envoyé du talent, ça marchait ou pas, et on s'est formé sur le tas. Tandis qu'aujourd'hui, en fait, la génération que je vois arriver, ils ont été à l'école, ils ont fait des bachelors, ils ont fait des études de management culturel. Et peut-être une des différences que je vois, mais c'est assez logique, c'est aussi l'évolution de la société telle qu'elle a eu lieu, c'est que nous, on était des militants aussi, des fois, avec un projet politique, et aujourd'hui, c'est des managers. En fait, c'est des gens. Par contre, nous, on ne savait pas toujours gérer. Nous, on perdait du pognon, enfin, ça peut. Allez, on dépense, on verra à la fin de l'année si on reste quelque chose ou pas. Aujourd'hui, c'est des gens, je veux dire, ils sont très, très forts. Mais. On perd quand même de l'argent, je te rassure. Oui, mais au moins, vous savez pourquoi, peut-être. Donc, difficile à dire, mais moi, ce qui manque, mais ça, c'est un problème de société générale, il me manque parfois des visions politiques de société, de solidarité, des principes, mais c'est des sujets actuels. Bien sûr. Service public, je veux dire, je ne veux pas faire un lien avec la votation du 8 mars, mais c'est des questions de base. Est-ce qu'un service public dans ce pays est encore possible, qui implique un besoin et une conscience d'une solidarité qui est nécessaire entre tout le monde, ou est-ce qu'on va vers vraiment un modèle de société où chacun est dans sa bulle et je ne paye que pour ce que moi j'utilise quand j'ai envie. Et c'est plus un accès du plus grand nombre qui est permis par rapport à tout. Et ça c'est ce qui me dérange aujourd'hui, j'ai envie de dire, en tant que vieux con. Mais ça, c'est clair que oui, ça c'est un truc qui a changé avec les réseaux sociaux. Bien sûr. Ouais. Mais le vrai combat, il est là maintenant. Ben ouais, c'est ça. Non, et peut-être pour enchaîner sur la question du service public, donc aussi à quel point on soutient la culture, je vais prendre peut-être le dernier point, la dernière mesure qui a été proposée dans le rapport Culture 2030, augmenter les moyens financiers. Où là, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est qu'avec la nouvelle LEAC qui vient d'être votée, les députés ont choisi
d'augmenter les budgets d'ici à 2035, sauf erreur, jusqu'à 30 francs par habitant et plus les 16 et demi, je crois, quelque chose comme ça actuel. Donc là, on a déjà un potentiel d'augmentation des budgets qui est réjouissant, qui était joli à voir aussi. Et c'était presque étonnant que ça soit passé dans ce sens-là, mais je vois que c'était aussi un gros travail de fond qui a fonctionné. Par contre, il y a une autre chose, et peut-être là qui concerne la nouvelle région culturelle, qui me semble inquiétant, dont on parlait déjà en 2014 et dont on parle aussi toujours aujourd'hui, c'est l'apport du casino. À Fribourg, on a la chance d'avoir le casino de Fribourg qui donne une partie de ses recettes à Coriolis jusqu'à aujourd'hui pour financer aussi la culture, plus précisément les frais d'équilibre Unitoni. Et on voit aussi que c'est une part qui, bien sûr, dépend des recettes des jeux que le casino fait et qui diminue d'année en année. C'est un fait que voilà, les gens ne vont plus autant souvent au casino, jouent plus en ligne et que les législations aussi par rapport à ça ont tendance à changer. Je ne sais pas exactement à qui je pose la question, hein, mais je la lance comme ça. Avec la nouvelle région qui reprendra bien sûr l'entier de Coriolis, de ce que l'agglomération fait aussi comme tâche, les sous du casino viennent bien sûr avec et puis représentent quand même une bonne partie aussi du pactole, un petit peu si on peut dire comme ça, à se partager. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer justement ces budgets pour la région à l'avenir avec une part justement qui ne fait que diminuer et il va falloir aussi aller chercher ailleurs. Est-ce que là, il y a des pistes, il y a des idées aussi pour l'avenir et je pense que ça a déjà aussi dû être évoqué justement en 2014, donc je repose la question à ce moment-là, quoi. Je réponds en premier parce que j'étais celui qui négociait avec le préfet d'Aïs à l'époque la première convention avec les sociétés candidates pour exploiter un casino à Fribourg, dans la région de Fribourg. Ce qu'il faut se rappeler, et puis ça me paraît important maintenant, c'est qu'il y avait, comme souvent en fait, il y a des opportunités qui font qu'il y a un timing qui fait que tout d'un coup, il y a des choses qui bougent. Ça peut être figé pendant des décennies, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui débloque. Et en fait, il y a eu une conjonction entre une volonté politique pour réaliser des infrastructures culturelles, qui était en manque parce que nous, on avait fait de la pression aussi. Et il y avait 5 communes qui avaient créé une entente intercommunale. Ce n'était même pas une association de communes, hein. Une entente intercommunale, Fribourg, Villars-sur-Glane, Gévisé, Grange-Paco et Cormainboeuf, qui ont dit, nous, vu que le préfet, Lauper encore, qui avait créé la première conférence régionale pour la culture, et qui avait dit, il faut construire des infrastructures, qui a envie de participer? Personne. Ces 5-là ont dit, nous on se lance. Vous ne voulez pas, mais nous on y va. Et ils ont créé cette entente. Moi j'ai été engagé en 2000 par cette entente-là, même pas par la ville ou par une association de communes, qui ont cherché un délégué culturel régional, mais qui, par le même biais, après, il a été placé aussi à la tête du service de la culture de la ville, parce que ça permettait d'économiser tout petit peu de salaire, je pense. Mais c'était très bien parce que ça a amené en fait à cette conjonction qui fait qu'il y a une coordination. Mais où je voulais en venir, c'est que en même temps, il y avait une loi sur les casinos qui se discutait dans le Parlement à Berne. Les casinos étaient interdits pendant des décennies dans ce pays. Et il y avait un engouement en fait de plein d'exploitants de casinos dans tout le pays pour dire nous on aimerait obtenir une concession. Et il y avait 7 sociétés étrangères d'exploitants de casinos, donc des grosses boîtes, hein, Accor, et j'en passe, enfin maintenant c'est Barrière, etc., qui voulaient obtenir une concession à Fribourg, et on s'est rendu compte, moi j'y étais pas encore, mais en fait, probablement le préfet s'est rendu compte que chaque demande de concession était dans une de ces 5 communes qui s'étaient unies pour construire les infrastructures. Et ces communes avaient vite compris que construire des infrastructures, c'est bien joli, mais après, il faut les faire vivre. Ça va coûter une blinde. Comment est-ce qu'on peut financer ça, sachant que nous, on ne peut pas passer de 0 à 200 balles par habitant? Et c'est là qu'il y avait cette opportunité pour dire, si nous tous unis, les 5 communes, peu importe qui c'est qui gagne, quelle société, sur quelle commune obtient la mise, si nous, on négocie avec chacun des prétendants pour dire,
on te donne le feu vert communal parce que pour pouvoir exploiter, il faut le OK de la Confédération du canton et de la commune site. Et le feu vert de la commune site a été lié à une négociation pour dire, nous on vous dit oui, mais seulement si vous donniez une part de votre chiffre d'affaires pour la culture, notamment le projet évidemment que nous maintenant on veut lancer, à savoir les infrastructures pour les faire vivre dans la durée. Et ça, je trouve, c'est un super truc. C'était unique en Suisse, parce qu'il y avait une solidarité là entre les communes où Grange Paco disait si c'est nous, bah, c'est pour tout le monde. Si c'était à Fribourg, d'ailleurs, un projet à l'ancienne gare, ça aurait pu être un casino aujourd'hui. Mais finalement, c'est Grange Paco qui a été choisi. Et vu qu'ils voulaient évidemment leur concession, ils étaient prêts à lâcher pas mal de pognon. Et c'est ça qui a fait que c'est devenu possible, parce qu'après, quand il fallait passer les crédits d'investissement et derrière un concept d'exploitation avec des subventions qui étaient chères, eh bien, quand tu pouvais dire que tu avais un partenariat qui te permettait de payer, on va dire, la moitié du coût à travers des apports privés, c'est clair que ça permettait de passer les budgets. Et maintenant, aujourd'hui, 20 ans, enfin, ça fait 23 ans, hein, donc la première concession, elle a duré 20 ans, elle a été renouvelée, c'était de nouveau une des conditions qui a été mise pour qu'ils continuent effectivement à participer. Ce que je sais de l'époque, aujourd'hui, je ne sais plus, il faudrait demander la question à la préfète actuelle, mais c'est clair que les 5 communes ont dit, tant qu'il n'y a pas tout le monde qui participe à nos investissements que nous avons eus, et les 20 ans maintenant, bientôt, plus que 20 ans, parce que nous sommes en 2004, qu'on subventionne en fait ces infrastructures-là pour lesquelles les autres communes n'ont versé 0 francs, il faut être clair, 0, et je veux dire, on ne change pas le deal. C'était en tout cas à l'époque. Maintenant, je sais que cet argent sera intégré dans la nouvelle région culturelle, et puis là, alors tout devient possible. Mais d'une façon ou d'une autre, parce que le casino, enfin, si le casino paye la subvention de Frisson, il faudra que les communes payent ce que le casino ne donne plus aux infrastructures. C'était un peu long. Hein. Non, mais c'était une très bonne explication pour revenir aussi à où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des compléments. Entre guillemets, bref, oui. Alors, effectivement, là, entre deux, j'ai aussi eu l'occasion, effectivement, de mettre le nez dans le dossier casino. Et puis, il y a 2 choses que j'ai envie de préciser, peut-être en complément à ce qu'a dit Marcus, qui me semble important. La première, en partant de ce qu'il a dit. Tout ce dont on parle ici, c'est venu effectivement d'une conférence régionale qui a été lancée par le préfet Lauper, mais on oublie toujours de rajouter, avec ses 2 collègues de l'époque, le préfet de la Saint-Gine et le préfet du Lac. Donc le tout premier appel aux communes pour dire qui veut participer à une politique culturelle régionale, ça couvrait toutes les communes des 3 districts, Saint-Gine, Lac, Sarine. Alors, c'est colossal. 2, c'est super visionnaire, y compris dans l'aspect de dire Fribourg, pays de pont, le bilinguisme et tout ça. Donc, je trouve vraiment quelque chose. Il faut bien se rappeler que c'est de là dont on parle, dont on part. Et puis, effectivement, dès que les questions financières sont venues un peu sur la table, ça a fondu comme peau de chagrin. Il y a un premier groupe de communes qui ont été d'accord de garder ce qu'on appelle Corellis Promotion, qui a été repris par l'Aglo et qui maintenant va revenir dans la région. Et c'est qu'un tout petit nombre, 5 communes, qui ont été d'accord de s'occuper des infrastructures. Alors certes, c'est vrai que, comme l'a rappelé Marcus, l'argent du casino a été et est toujours extrêmement bienvenu pour ce financement-là. Mais, et pour moi, c'est l'élément qui m'a toujours paru extrêmement déterminant. Là où j'aurais un problème, c'est si cet argent du casino avait servi à ces communes-là pour dire, grâce à l'argent du casino, on en fait moins. On met moins d'argent de notre poche que les communes voisines. Ça, on voit tous qu'il y a un truc qui est problématique. Voilà. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors, oui, on a l'argent du casino, mais malgré ça, depuis maintenant 20 ans, ces communes-là mettent 2, 3 ou 4 fois plus d'argent par habitant de leur propre poche à elles
que la moyenne de ce qui fait ailleurs dans le canton. Et ça me semble effectivement, en termes de nouveau de vision de politique culturelle, quelque chose d'extrêmement sain. Et puis reste ouverte la question qui est de nouveau la plus large que simplement la question du casino. C'est-à-dire, de manière générale, on voit avec la loterie romande, pour situer un autre secteur des jeux d'argent, qu'en fait, c'est le sport, la culture, le social, l'environnement sont d'une manière ou d'une autre dépendants aussi de cet argent des jeux. Mais ça, c'est une question beaucoup plus large, beaucoup plus transversale que celle du simple casino de Grange-Paco. Ben, merci beaucoup pour ce complément. Je vais faire un petit aussi Tu veux? par Ouais, rapport avec juste plaisir. au fait que, effectivement, la culture vit grâce à l'argent du jeu, mais aussi grâce à l'argent de l'alcool. Si on parle de dépendance, Bien en sûr. l'occurrence, les salles de concert, c'est beaucoup le cas. Et c'est aussi un problème maintenant parce que les revenus baissent aussi, parce que les gens, L'exploitation des bars, tu veux oui, dire. Ouais, ok. les gens consomment moins, le public consomme moins, ce qui est plutôt une très bonne chose, hein, mais qui, du coup, met à mal nos modèles d'affaires. Et là aussi, c'est un enjeu. Donc, Bien je trouve sûr. ça intéressant de se poser la question aussi à travers la question de jusqu'à maintenant, est-ce qu'on sait très bien que la question des jeux, c'est pas les gratteurs du dimanche qui financent la loterie romande, hein, c'est des gens De dépendants. mon temps, il y avait encore les clubs, Ouais, parce que oui, c'est vrai qu'il y c'était avait des encore grands les clubs. Oui, sponsors, bah, hein, oui, les bah, héritiers c'est à clair, c'est l'époque. clair. Mais voilà. Bien sûr, ouais. Et bah juste, Ça et commençait d'ailleurs, comme ça. la loi qui est passée il y a quelques années a mis à mal pas mal de structures culturelles aussi. Mais tout le monde était tout à fait d'accord pour dire qu'il fallait arrêter de faire de la promotion de la cigarette. Enfin, donc voilà, je pense que c'est juste des enjeux qui sont effectivement qui dépassent complètement notre région, mais qui sont centrales pour l'avenir de la culture. Ouais. Non, c'est sûr, je crois qu'il y a un modèle quand même financier, enfin, de financement public aussi, ou parapublic, hein, si on veut prendre le tout, qui a repensé puis a réimaginé pour les prochaines années. Parce qu'on voit qu'il y a des baisses un peu partout pour ça, et puis que ben, du coup, il faut quand même compenser. Et là, on a la chance avec la nouvelle région de voir 10 communes de plus participer au pot commun, ce qui ne change pas énormément, mais qui a quand même du potentiel pour aller vers le mieux. Et on espère que ça sera le cas, quoi. J'enchaîne avec toi toujours, Léa. Je prends les points en fait à l'envers des propositions, si ça vous va. Alors ça. Je viens maintenant sur le numéro 8, développer la médiation culturelle. On avait déjà partagé une table ronde, Léa, il y a 3 ans déjà. Ça va vite. Où on discutait justement du public, de l'accueil du public dans les salles notamment, et puis enfin, dans les festivals aussi, etc. Là, je voulais voir aussi dans le sens où, de ton expérience aussi, ce point-là de développer la médiation culturelle, mais aussi de l'accueil du public et puis de la diversité des publics. C'est effectivement une proposition qui a émané de tout ça. On le voit maintenant arriver dans la nouvelle loi, dans certaines choses, mais j'ai l'impression qu'il y a encore aussi ici un manque de ressources, un manque d'accompagnement aussi. Et puis, on aimerait en faire plus, hein, j'ai l'impression, dans le monde de la culture, mais c'est toujours difficile à défendre aussi, puis à pouvoir. Je ne sais pas si tu as aussi des choses à partager par rapport à ce point-là qui est intéressant. Effectivement, quand on en parlait il y a 3 ans, c'était juste après le Covid. On venait quand même, enfin, les institutions culturelles avaient beaucoup développé de choses en médiation pendant le Covid parce que c'était des plus petits formats. On avait plus le temps aussi, mine de rien, de réfléchir à comment toucher le public différemment qu'en faisant de la promotion pour les faire venir dans nos lieux. Il y a un peu 2 points là-dedans quand même, c'est la question de l'accessibilité puis la question de la médiation qui sont un peu 2 choses différentes. Je pense que la question de l'accessibilité, elle est extrêmement centrale dans toute politique culturelle et dans nos manières de gérer nos institutions culturelles. Elle passe par la question de la tarification évidemment, mais elle passe aussi par juste de réfléchir un peu aux barrières que chaque institution a et qui ne permettent pas à tout à chacun de profiter d'un contenu culturel. Et la question de la médiation, c'est encore autre chose. Ça dépend beaucoup, là, pour le coup, des secteurs et aussi de comment sont reconnus les secteurs artistiques. C'est-à-dire que la médiation dans les musées, par exemple, ou dans le théâtre, j'ai l'impression que ça fait partie
de leur projet d'activité. Souvent des subventions sont dédiées à ça. C'est pas du tout, beaucoup moins le cas, notamment dans les musiques actuelles, par exemple. Les écoles ne viennent pas voir des concerts. Par contre, elles vont au théâtre. Touchons du bois pour que ça continue, parce que c'est aussi des trucs qui sont mis à mal. Hein. Mais voilà, c'est plutôt de réfléchir dans ce sens-là. Ce qui est évident, c'est qu'actuellement, la plupart des structures culturelles sont plutôt dans des problématiques de modèles d'affaires qui tiennent plus la route, de manque de subventions. Et malheureusement, c'est évidemment les projets de médiation et de participation culturelle qui passent à la trappe en premier lieu quand il n'y a plus de ressources financières, quoi. Mais c'est sûr et certain que les projets d'accessibilité, la question de la diversité du public, la question de la médiation doit rester centrale dans les futures politiques culturelles. Voilà, je pense que c'est un point important à revoir, à réactualiser. Il y a effectivement tout ce qui est par rapport à l'accessibilité qui n'était pas vraiment évoqué là dans ces propositions et puis dans ces assises. Et il y en a une autre que tu as évoquée aussi brièvement, mais c'est la participation culturelle. Et Karl Alex, si je peux te remettre la casquette de président de la Fédération fribourgeoise des chorales, du coup là on est aussi dans des modèles, dans les chorales, où la participation, elle est essentielle, que ce soit les chorales ou les fanfares, un petit peu dans notre canton. C'est un petit peu ça qui est aussi un peu à la source de la création un petit peu culturelle, de la participation de tout un chacun. Je sais aussi que, par exemple, avec le Covid, c'est des aspects qui ont été mis à mal. Qui n'était pas présent là non plus, mais je voulais un peu aussi prendre ton ressenti par rapport à ça. Est-ce que là aussi, il y a quelque chose à faire dans les politiques culturelles de l'avenir par rapport à ce point-là? Oui, oui, et c'est vrai que, en particulier, me semble-t-il, depuis Covid, et je dirais par chance, ça a survécu à Covid, je sens une vraie attention et une vraie intention, les deux, en particulier des autorités cantonales, de soigner cette articulation entre culture amateur et culture professionnelle, et la soigner pas dans un sens d'opposition, mais vraiment de complémentarité, de overlapping aussi, le mot ne me vient pas en français, mais de superposition, parce que c'est vrai, alors si je prends le domaine que je connais bien, je suis le monde choral, oui, avec nos images d'Épinal, on a l'image effectivement du chœur d'église, du chœur de village amateur, et ça a été, ça reste une vraie réalité en terre fribourgeoise, mais ce qu'on voit vraiment clairement depuis une vingtaine d'années, c'est une évolution dans les formats choraux et beaucoup de nouvelles formations qui se créent, et généralement plus petites, des fois à vocation plus temporaire, souvent avec des gens qui sont sur plusieurs projets à la fois. Et le corollaire, je reviens à ta question et à ce que je disais par rapport à amateur professionnel, c'est qu'on a effectivement de plus en plus à l'intérieur ou autour des activités chorales de gens qui ponctuellement ont une activité professionnelle et qui se mixent comme ça, qui s'hybridifient, j'ai envie de dire, avec l'activité amateur. Alors évidemment, le directeur, la directrice sera souvent payé et sera considéré comme professionnel, mais tout d'un coup, il y aura pour telle œuvre particulière une commande pour une création à quelqu'un qui, du coup, dont c'est aussi le métier d'écrire, et l'engagement de soliste, et comme ça a été dit au niveau du management aussi, en fait, toute une partie pour toute une série d'ensembles ou de projets, de tout d'un coup, quelqu'un qui est engagé pour la partie plus professionnelle d'encadrement, de recherche de fonds, d'administration. Et ça, c'est effectivement, de ce point de vue-là, le monde choral devient assez à l'image de ce que d'autres secteurs culturels connaissent depuis plus longtemps, j'ai l'impression. Voilà. Ouais. Ça se professionnalise aussi, bien sûr, et puis dans une sphère aussi plus grande. À l'époque, j'ai l'impression que c'était aussi déjà assez commun d'avoir tout à coup un directeur qui était professionnel, qui était vraiment engagé sur beaucoup de projets comme ça. Mais là, c'est vraiment toute la structure aussi autour, j'ai l'impression. Oui. L'écosystème change, ouais.
Mais est-ce qu'il y a aussi là, par rapport à la participation du public, des formes d'encouragement qu'on pourrait imaginer? Dans le sens où, enfin, j'ai aussi l'impression, hein, si on vient à ces changements sociétaires, on voit de moins en moins de participation, en général dans les associations, que ce soit pour du bénévolat ou aussi ben, justement pour vraiment une activité. Est-ce que là, on arrive à imaginer, est-ce que c'était aussi déjà imaginé dans le cadre des assises de 2014? Ah, je crois que la question se posait pour le monde choral. Je réfléchissais au monde choral. Bien sûr, hein, Euh, non, toujours par rapport à ça, ouais. mais peut-être dans l'ensemble, le monde choral est bien sûr assez Peut-être mis en je commence visibilité, hein. avec l'aspect choral quand même, parce que c'était Mhm, ça auquel je pensais. bien sûr. Je ne sais pas combien c'est typique de d'autres domaines, mais j'ai l'impression que là, il y a vraiment un saut générationnel. C'est-à-dire que ce qui me frappe, c'est dans les publics, en fait. Dans les publics classiques ou ordinaires, il y a énormément de cheveux blancs. Et ça me questionne sur le, ça me questionne sur le renouvellement, non pas des cœurs, là, mais vraiment des publics. Et s'il n'y avait que ça, ce serait une forme d'inquiétude quand même. Mais à l'autre bout, je vois qu'en fait, au niveau des chœurs d'enfants, des chœurs de jeunes et des nouveaux ensembles d'adultes, là, il y a aussi un énorme dynamisme et qui ont aussi trouvé leur propre public, qui est un public d'entraînement. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en cours, mais alors maintenant je reviens à la question plus générale, je pense que c'est probablement à chacun des secteurs culturels de réfléchir, d'avoir une vraie réflexion sur quel était mon type de public et comment est-ce qu'il a changé, comment est-ce qu'il évolue, comment je m'adapte à ce nouveau public, pas uniquement moi dans une perspective simplement financière, de survie financière, mais aussi effectivement de médiation culturelle et de participation culturelle. Peut-être qu'on peut enchaîner justement en parlant aussi de la communication, de la culture, qui revient aussi un petit peu sur cet aspect du public, qui est aussi un point essentiel, où là on a vu ben, pas mal de choses aussi arriver. Alors on a déjà évoqué un petit peu le rayonnement hein, qui participe bien sûr et puis qui est aussi lié à ça, mais plutôt par rapport à la communication en particulier. Bah, j'avais des questions pour toi aussi Marcus, étant donné que tu as aussi cette casquette justement j'avais mis dans mes questions mogul des médias fribourgeois, mais je ne sais pas si c'est très positif ou si c'est un peu trop large. Mais par rapport aux médias en général, on voit en tout cas dans la presse écrite une diminution des pages qui présentent un petit peu l'offre culturelle, qui parlent de tout ça. Quelle en est pour la réalité? Toi, tu es plutôt dans les médias radio, les médias numériques. Est-ce que c'est aussi le cas? Est-ce que c'est dû à vraiment un manque d'intérêt du public ou bien est-ce que c'est juste passer un peu à la trappe comme ça parce qu'il y avait d'autres choses peut-être plus importantes ou ben aussi bien sûr on le sait avec les réalités budgétaires un petit peu qui sont liées à la presse d'aujourd'hui. Alors, là, on pourrait presque changer de table ronde, mais le monde des médias est dans une crise sans précédent actuellement, depuis 5 ou 10 ans, parce qu'il y a plusieurs choses qui se sont superposées. La numérisation qui demande des investissements, mais colossaux, et qui ne rapporte rien, parce qu'on est confronté à une concurrence des GAFA qui casse les prix au niveau mondial, qui ne te permettent pas de payer un salaire digne, et puis les anciens modèles qui se sont totalement détruits en fait depuis le Covid, où ça s'est accéléré. Donc les médias qui parlent de culture, il faut toujours mettre ça en lien avec des postes de journalistes spécialisés qui ont la connaissance et qui ont la capacité de parler de la culture. Parce que ce n'est pas un truc comme je vais voir un film, et puis il est bien, il n'est pas bien, et puis je vais voir un concert, et puis je dis « ouais, j'ai trouvé nul ». Non, enfin je veux dire, de la critique d'art, c'est un métier. C'est un métier qui s'apprend, c'est un métier enfin, je veux dire, il y a des gens qui font des études pour ça. Et ça ne s'improvise pas. Et on a vu depuis déjà un certain temps qu'au début, c'était des vrais spécialistes et les critiques d'art, ils étaient craints pour beaucoup parce qu'ils pouvaient descendre un artiste. À tort ou à raison, c'est un autre sujet, mais c'était quelque chose qui avait un certain pouvoir, en fait. De plus en plus, c'est devenu
journalistes amateurs mais qui connaissaient rien et qui commençaient à écrire tout et son contraire sur des choses que nous, on connaissait parce que quand on programme des artistes, et c'est devenu, en fait, il y a eu un problème qualitatif. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'argent, en fait, dans les médias pour payer ça, bêtement. Je sais que ce n'est pas une réponse véritable à la question, mais c'est un problème macroéconomique qui fait que la culture, sachant que, ça c'est le dernier aspect que j'aimerais amener au niveau des médias qui est compliqué, chez nous, enfin, c'est comme dans le numérique, hein, c'est le clic qui compte, c'est l'audience qui compte, parce qu'on vit à 3/4 par la publicité. Donc, je dois faire un programme qui plaît au plus grand nombre. Et la culture qu'on défend ici, dans nos métiers, elle est, à quelques exceptions près, elle est minoritaire. On sait qu'il y a 5 ou 10% de la population qui s'intéresse, ou qui pratique réellement la culture. Au niveau des chorales, dans le canton de Fribourg, c'est peut-être un petit peu différent, mais c'est pour ça que c'est tellement précieux. Mais après, on est vite confronté à une problématique justement économique qui fait qu'on n'a pas forcément les moyens de faire ce qu'on devrait, comme on aimerait. Ouais, je vois bien. Mais on développe des partenariats, par contre. Voilà. Toujours et encore. Oui, bah, c'est un peu la suite de la question aussi, c'est est-ce qu'il y a... Bonjour. Est-ce qu'il y a aussi d'autres opportunités un petit peu pour l'avenir par rapport à l'offre culturelle et la communication par rapport aux médias? Tu parles justement de partenariats, de choses comme ça. Ouais. Est-ce que c'est aussi peut-être là aussi, hein, comme pour la culture, on doit aussi réimaginer les publics. Est-ce que là, il y a aussi peut-être un modèle de communication et puis de lien entre les médias et la culture qu'il faut un peu réimaginer? Est-ce que c'est déjà en cours? Moi, je pense qu'il faut réinventer tout le temps, en fait, les modèles. Et puis, je pense qu'on vit une époque où il n'y a plus rien qui tient plus que 3 mois, des fois. Et de ce fait, c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est un laboratoire. Des fois, j'ai l'impression que c'est comme les années 70, où tout était possible, il n'y avait pas de loi, ni de... Et cette approche où, en fait, de try and error, pour rester dans les anglicismes, où en fait on fait un truc, on n'a aucune idée si ça va marcher ou pas. Si ça marche, on continue, si ça ne marche pas, on fait autre chose, on arrête. Ça, j'aime beaucoup parce que c'est cette fameuse agilité dont tout le monde parle, mais qui réellement fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir des certitudes de business model, que ce soit dans la culture ou ailleurs. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur ça parce que la culture, c'était, à mon avis, une première sphère économique qui a commencé à travailler comme tout le monde aujourd'hui doit travailler, c'est-à-dire en fait sans savoir. On y va, on fonce, on décide et on verra bien. Et puis, Inch'Allah, on croise les doigts et si ça marche, c'est bon, puis sinon, on bouge. Mais on va pas crever parce qu'on sait qu'à la fin, on se débrouille. Et c'est dans ce sens-là où je pense qu'il n'y a pas de réponse aujourd'hui à ces questions, ne serait-ce que des personnes dans des régions comme Fribourg, par exemple, qui se parlent, qui entrent en dialogue, qui disent comment on fait, j'ai une idée, on fait, on y va, on fonce pas, on y va, non, je peux pas, mais voilà, c'est des opportunités et puis il faut les saisir ou pas. Mais il n'y a plus de formule aujourd'hui, il n'y a pas de recette. Non, bien sûr, et je vois bien ça. Si on peut rebondir un petit peu sur saisir les opportunités, qui était aussi une des mesures proposées dans le cadre de Culture 2030, on voyait qu'à Blue Factory, il y avait un gros potentiel qui maintenant s'est réalisé, où en fait on a, par rapport à Culture 2030, l'objectif de créer un laboratoire entre justement les domaines techniques, scientifiques et artistiques. C'est vraiment la proposition que Blue Factory fait aujourd'hui. Mais il y a aussi peut-être là d'autres opportunités. On pense notamment à la Poya ou d'autres. Comment est-ce que vous voyez ça aussi pour le futur? Est-ce qu'il y a encore des opportunités possibles un petit peu là-dedans? Ça devient des fois un peu complexe de trouver aussi les bonnes portes. Mais je ne sais pas si vous avez aussi peut-être une petite réflexion là-dessus au passage. Je vais avoir une réponse un peu paradoxale et puis qui est complètement personnelle, mais c'est terrible parce que moi, je suis convaincue que plus il y a d'offres, plus il y a de demandes au niveau de la culture, vraiment. En tout cas, pour la musique à Fribourg, ça se confirme complètement. Il y a des lieux qui se sont créés ces dernières années, des lieux qui partent, qui reviennent. La demande, elle est toujours présente et voire elle augmente. Donc là-dessus, voilà. Par contre, si je réfléchis plutôt au niveau financier, là, je suis plutôt dans une
Ouais, sans vouloir du tout en plus défendre ma paroisse, quoi que ce soit, c'est vraiment plutôt la question de la politique de l'arrosoir, j'y crois plus du tout. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment absolument consolider les choses qui existent déjà et auxquelles on croit et vraiment faire en sorte que celles-là existent encore dans 10 ans avant de réfléchir à créer des nouvelles opportunités. Voilà, rapidement. Ouais, non, c'est une très belle réponse. Peut-être seul moment de la table ronde où j'ai un avis, je ne vais pas dire... Différent. Ouais, en fait, disons divergent un tout petit peu, ou nuancé, en tout cas, je l'exprime. Justement, dans le document, il y a à une des pages cette image de la plante, sauf erreur. En lien avec l'organicité, oui. Et en fait, la manière dont moi j'ai compris ça, c'est effectivement de dire, OK, il y a... Enfin, c'est l'arrosoir qui m'a fait penser à ça. c'est dire, oui, selon l'étape du cycle dans lequel tel ou tel élément culturel se trouve, il n'a pas le même besoin. Et donc, effectivement, pour certains secteurs ou dans certains acteurs, ce qu'ils ont besoin, c'est de consolidation. C'est des moyens importants tournés vers l'extérieur. Je pense au FIF, dont je sais que ça a été aussi un challenge ces derniers temps, et ça l'est encore, où il y a besoin effectivement, typiquement pour ce type d'acteur, de quelque chose de fondamentalement différent, mais d'essentiel, mais de fondamentalement différent que pour la culture émergente, que pour les jeunes talents, et cette capacité d'avoir justement les bons outils pour les bons types d'acteurs, et de savoir est-ce que ces outils, à la fin, comme c'est le même porte-monnaie, est-ce qu'ils se phagocytent ou bien pas. Alors ça, c'est l'enjeu politique auquel qu'il faut répondre. Et puis l'autre aspect, c'est, en lien avec la proposition en tant que telle de saisir les opportunités, ma mémoire me joue peut-être des tours, mais en tout cas, moi, la manière dont j'avais retenu le sens de cette proposition, c'était pas tellement de dire il faut chercher des opportunités, vous allez trouver une mine d'or quelque part que personne n'a encore trouvée, mais c'est pour dire non, la vie nous apprend que, à travers les cycles, les changements de paradigme, tout d'un coup, il y a des fenêtres d'opportunités. Et en fait, c'est de garder une agilité psychologique et pratique pour pouvoir reconnaître quand tout d'un coup il y a une opportunité comme celle-là et être capable, indépendamment des déterminismes institutionnels, de se parler et de rapidement saisir ensemble ces opportunités. Et ça, j'ai l'impression que la culture était déjà particulièrement capable, pour les raisons que Marcus a évoquées, de le faire, mais qu'en plus de ça, dans l'intervalle, les collectivités publiques sont devenues, fribourgeoises, sont aussi devenues un peu plus capables de le faire. Et dans ce sens-là, on doit être, surtout alors, parce que je partage totalement vos craintes par rapport à cette période-là du numérique et de son impact sur les modèles économiques actuels, d'autant plus soyons capables, si on voit tout d'un coup, dans 6 mois, dans une année, une fenêtre d'opportunité, de la saisir. Si je peux rebondir sur ça, moi j'ai l'impression que de plus en plus, on vivait une époque, c'était l'époque que j'appelle du ou, c'est-à-dire c'est l'un ou l'autre. Et aujourd'hui, en fait, on est vraiment entré dans une époque, c'est le et, c'est l'un et l'autre, même si c'est contradictoire, par moment. Et en ce sens, pour moi, finalement, une politique culturelle, c'est pas sorcier. Et ça, c'est des choses qui ont toujours existé, qui vont toujours rester. Une politique culturelle, c'est consolider l'existant, mais en le challengeant. C'est-à-dire, tous les 2-3 ans, tu dois me prouver que tu es encore pertinent. Tu dois me prouver que tu réponds encore à un besoin. Et justement, pas ou, mais en même temps, favoriser l'émergence. Parce que ce que Frisson faisait il y a 40 ans pour ma génération n'est plus ce que Frisson fait aujourd'hui pour la génération actuelle et dans 10 ans. Donc, les institutions changent avec le temps et en même temps, il y a une émergence qui fait que la jeunesse, la population, les citoyens, les habitants de cette région de 2026 n'ont pas les mêmes besoins d'il y a
12 ans, parce qu'en fait, Culture 2030, c'était la réponse de 2014. Mais en 2026, les besoins ont déjà changé. Je veux dire, donc, de rester figé sur le document de 2014 pour qu'en 2030 on y soit, on aura déjà pris 15 ans de retard. Parce qu'en fait, c'était comme avec... C'était le constat qu'on avait fait avec les infrastructures. Les infrastructures culturelles pour lesquelles j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice, c'était un besoin des années 70. Et c'est en 2011, donc 40 ans après, qu'on avait réussi à boucler la boucle. D'où le fait que, bah oui, assise, quoi, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, super, c'est là, mais en fait, ça ne correspond plus aux besoins. C'est des outils d'une autre époque. Et c'est dans ce sens-là que c'est hyper important, et là, on n'y est pas encore, que les collectivités publiques aussi soient conscientes qu'il faut mettre des montants à disposition de l'émergence qui sont un peu pour la collectivité publique ce qu'est la recherche au niveau scientifique. C'est à fond perdu, parce que 99 fois sur 100, ça mène à rien. Mais il y a une fois où tout d'un coup, c'est le jackpot. Alors, ce n'est pas dans le même sens que tu disais avant, mais tout d'un coup, en fait, il y a une pépite, et c'est parce qu'on a investi sans savoir que ça devient, en fait, quelque chose de fort pour l'avenir. Donc, c'est l'un et l'autre. Et ne jamais jouer, je comprends, en fait, la préservation de l'existant contre l'émergence. Mais le problème, c'est qu'on n'a déjà pas assez pour préserver l'existant. Donc, comment on va faire pour financer ça? On est d'accord. Mais je crois qu'on est tout à fait d'accord. Non, mais on est vraiment tout à fait d'accord. Okay. Et je crois que c'est clairement qu'une question, encore une fois, de politique là, et de décision au moment de qu'est-ce qu'on a envie de faire. Enfin, c'est juste que dans le contexte actuel, bah là, il n'y a clairement pas assez pour tout le monde. C'est juste un fait. Ça n'a jamais été le cas d'ailleurs. Probablement. Ouais. Bah, merci beaucoup pour ces compléments-là. Avant de parler encore un petit peu du futur et de l'avenir qu'on vient d'évoquer, il y avait justement aussi une opportunité qui était en lien avec un peu un besoin du public sur laquelle je voulais peut-être revenir parce que j'ai trouvé que c'était assez significatif et assez intéressant. On parlait aussi justement dans Culture 2030 d'un abonnement général de la culture, de quelque chose comme ça. Et c'est à voir qu'est-ce qu'on en fait. Mais justement, ça a été discuté au niveau du Grand Conseil en 2023. Il y a eu une proposition qui avait été faite, qui avait été discutée avec les milieux de la culture. Et la réponse du Conseil d'État était justement, oui, mais il faut d'abord réaliser une étude sur l'offre de la culture, qui a maintenant justement été faite. Elle est là. Je pose peut-être plutôt la question à toi, Léa, qui est vraiment sur le terrain. Est-ce que ça correspond pour toi à un besoin, cette idée-là qui est revenue sur la table et puis qui pourrait aussi être aujourd'hui présentée. Le Conseil d'État disait aussi qu'il se montrait en tout cas prêt pour cette idée-là à soutenir, mais qui attendait bien sûr que ça vienne une fois de plus des milieux du terrain, quoi, directement. Alors, de nouveau, ma position complètement personnelle et qui n'est pas celle de l'association CAP, parce que je n'ai pas eu le temps de consulter les membres avant aujourd'hui. Non, mais alors, une position avec laquelle, en tout cas, sur laquelle je milite depuis pas mal d'années, c'est qu'on a deux outils actuellement qui existent, pas qu'au niveau fribourgeois, au niveau roman pour un et national pour l'autre, qui sont l'AG culturel et la carte culture Caritas. Ces deux outils qui sont, alors l'AG culturel, beaucoup mieux depuis un certain temps, mais la carte culturelle Caritas qui, à mon sens, sont extrêmement mal promues dans le canton, qui ne sont pas soutenues d'ailleurs directement. Je viens du canton de Vaud, à l'époque j'avais des subsides à l'assurance et j'obtenais la carte culture avec ma décision de subside à l'assurance, quoi. Et elle arrivait dans ma boîte aux lettres directement. Et ça, c'est quelque chose, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été pourquoi on ne met pas plus d'énergie sur le fait de développer ça, parce qu'actuellement, je pense que l'immense majorité des institutions culturelles du canton ont des tarifs spéciaux, offrent des tarifs spéciaux, parce que c'est les institutions culturelles qui prennent actuellement quand même une bonne partie du risque financier, qui compense la marge, le manque à gagner, de ce tarif spécial.
Mais donc, du coup, c'est déjà un outil en termes d'accessibilité tarifaire, si c'est ça l'objectif, qui existe, mais qui est pas assez bien promu à mon sens. Donc, je préconise plutôt de travailler sur ces deux outils qui existent déjà, plutôt que d'en créer un énième, notamment aussi pour des questions juste de facilité logistique pour les institutions culturelles et d'éviter la multiplication de ce genre de tarifs. Oui, et puis il y a bien sûr la question là aussi du soutien derrière et puis de la compensation un petit peu aussi, si on veut vraiment mettre cette accessibilité-là au public en avant. Ouais. Je peux prendre 2 secondes le rôle de poser une question. Avec plaisir. Une question à Marcus. J'ai un vague souvenir qu'en 2009, lors du passage de Coriolis Promotion à l'Aglo, on avait fait quelque chose d'un reste d'argent en lien avec la carte culture, justement. Ça te dit quelque chose? Oui, en fait, la carte culture, elle est arrivée à Fribourg à travers une action du service de la culture de l'époque. Mais quand tu me dis qu'elle est très mal... C'est-à-dire qu'actuellement, il faut... parce qu'à l'époque, il y avait des subventions en fait, qui étaient... mais peut-être c'est parti dans ça, je ne sais plus. Ça fait 15 ans que je ne suis plus là. Donc, mais en fait, à l'époque, c'était subventionné, et puis il me semblait que c'était subventionné par l'Aglo. Peut-être ça l'est encore. Peut-être ça l'est encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que énormément de gens ne sont pas au courant que ça existe. Ça, c'est une réalité. Et même ceux qui savent que ça existe ne savent pas que, par exemple, dès le moment où on a des subsides d'assurance, c'est-à-dire une grande partie de la population, on peut l'obtenir. Et en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut faire une demande à Caritas et elle peut être refusée. Enfin, c'est quand même tout un... Voilà, le processus pour l'obtenir, il est compliqué. Et je pense que si on veut travailler, si l'objectif est de rendre la culture plus accessible, eh ben, travaillons plutôt là-dessus plutôt que sur le fait de créer un nouvel outil. C'est simplement ça. Maintenant, comment elle est soutenue, franchement, je ne connais pas le détail. Mais... On va faire une 3e table ronde. Ouais, c'est bien, on a de la suite. Pour finir aussi un petit peu sur la suite, et puis peut-être sur d'autres tables rondes auxquelles on aura le plaisir de se revoir, j'imagine. Ça peut être ma question finale, et puis peut-être qu'après le public qui est là avec nous ce soir aura aussi une ou deux questions pour terminer. Mais par rapport à ces assises, donc on a vu le besoin aussi, bien sûr, d'actualiser les objectifs, et puis qui répondent à des besoins actuels. Mais quand peut-être selon vous, d'autres assises ou dans quel domaine précis peut-être aussi, pourrait ou devrait être organisé. Alors on a vu qu'il y avait vraiment un besoin au niveau de la musique actuelle. Voilà, les assises viennent d'être faites en janvier et puis apportent aussi déjà beaucoup de discussions autour de ça qui sont positives. Et est-ce qu'il y a d'autres domaines selon vous aussi où il y aurait beaucoup de choses à traiter? Et cette boussole, si on peut appeler ça comme ça, de Culture 2030, ce rapport qui a été fait, est-ce qu'il y en a d'autres qui devraient exister pour aussi nous aider un petit peu à l'avenir? On a beaucoup d'opportunités qui arrivent justement avec la nouvelle LEAC, avec la nouvelle région. Oui, moi je crois que c'est plutôt ça. C'est qu'avant de faire des assises, je pense qu'il faut déjà qu'on prenne, qu'on anticipe ce que la LEAC va modifier, qu'on accueille cette nouvelle région, parce que ça c'est le gros enjeu 2026, et c'est monstrueux. Hein, je crois, je dis c'est monstrueux parce qu'en termes de mise en place, tout est encore très flou, et je crois que c'est plutôt... moi je préconiserais plutôt aux personnes en charge de se concentrer plutôt là-dessus que de réfléchir précisément à une nouvelle politique culturelle si on ne sait encore pas le fonctionnement des personnes qui vont s'en occuper. Et là, je pense que là, c'est un gros enjeu et je pense qu'on n'est encore vraiment pas... Il n'y a encore vraiment pas tout qui est fait et il y a beaucoup qui reste à faire. Peut-être en lien avec ça et pour effectivement boucler la boucle par rapport aux toutes premières questions que tu as posées. La préfète actuelle, depuis quelques mois, comme quelques années, comme ça, cravache pour faire, à cause d'une loi qui a supprimé l'agglo, exactement le contraire de ce que moi j'ai été obligé de cravacher, de faire il y a 15 ans à cause d'une loi. Donc je rappelle que c'est une loi qui a créé l'agglomération et qui a supprimé Coriolis Promotion. Et maintenant, c'est une autre loi qui a supprimé l'agglo et qui... Pour refaire une association de communes. On l'avait déjà en 2009. Et donc, en fait, tout ça pour amener peut-être une seule dimension qui n'a pas encore été amenée jusqu'à présent, c'est que du temps de Coriolis Promotion, je ne dis pas que c'était de la panacée, hein, mais du temps de Coriolis Promotion, il y avait une particularité, c'était que les membres du comité de Coriolis Promotion étaient tous, par ailleurs, toutes et tous, en charge de la culture dans leur propre commune.
ce qui crée une relation entre la politique communale en matière culturelle et la politique régionale en matière culturelle. Et durant toute la phase de l'agglomération, il y a eu d'autres synergies qui ont pu être utilisées, notamment entre les 3 promotions, donc promotion économique, promotion touristique et promotion culturelle, ce qui est très bien, mais avec une forme quand même de découplement peut-être avec la politique culturelle des communes. Et donc, je pense que c'est aussi un des grands challenges qu'il faut maintenant saisir avec cette nouvelle région, c'est d'avoir autour de la même table tous les responsables de la culture de toutes les communes, et donc déjà de commencer par voir qu'est-ce qu'il y a comme synergie à trouver entre les communes dans leur modèle culturel. Moi, je pense aussi que peut-être dans quelques années, on s'en rendra compte, mais là, tu l'as dit Léa, on vit un changement de paradigme. Et c'est un moment hyper intéressant en fait, parce que tout est en train de changer. La loi au niveau cantonal, la région, enfin je veux dire l'agglomération au niveau du Grand Fribourg. Et c'est à ces moments-là aussi qu'on peut faire bouger les lignes. Parce que là, il y a un petit moment de flou, où personne ne sait trop qu'est-ce qui va se passer, qui s'occupe de quoi. D'ailleurs, on aura 6 mois où il n'y aura plus d'agglo, mais pas encore la région. Et puis, on verra comment ça se débrouille avec les demandes et tout ça. Ça va être super intéressant à partir du 1er juillet de cette année. Mais en même temps, en fait, ce flou, c'est aussi une opportunité. Et c'est là où je conseillerais qu'il faut en fait avancer les pions, quoi. C'est là où il faut lancer les revendications, parce que pendant ces mois-là, entre l'ancien qui n'est plus et le nouveau qui n'est pas encore, tu peux mettre en place en fait des idées. Là, je parle du film Inception, tu sais, où tu vas poser des rêves dans la tête. Mais c'est vrai, c'est là qu'il faut le faire en fait. Il faut que les futurs responsables, ils aient tout d'un coup, qu'ils fassent germer des idées qui sont là maintenant. Et c'est ces quelques mois-là qui pour moi vont être déterminants pour les 10 prochaines années. Donc là aussi, c'est mon appel à tous les acteurs culturels. C'est maintenant que... En plus, on a des élections. C'est une année électorale. Non mais franchement, c'est là qu'il faut aller causer dans les bistrots ou sur les réseaux. Allez, il n'y a plus de bistrots aujourd'hui. Le POPU a été sauvé, Dieu merci. Mais sur les réseaux... Non mais parler avec les gens, poser les idées et avançons les pions. Parce que ça peut aller dans une bonne... C'est une opportunité comme toujours. C'est choisir. Et là, à mon avis, il y a une monstrueuse qui se présente. Mais il faut effectivement, il faut être prêt. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut être un tout petit peu stratégique. Mais je pense que ça vaudrait la peine que l'association CAO, je ne sais pas qui aujourd'hui s'occupe de la politique culturelle du côté des acteurs culturels, là, il y a une immense carte à jouer. Et ça marche ou ça ne marche pas, mais peu importe, mais au moins on avance. Mais là, c'est génial, quoi. Franchement, à mon avis, c'est le moment le plus intéressant des 20 dernières années. Bon, j'en vois un qui hoche la tête, c'est Maxime, parce qu'en fait, l'idée, il l'a déjà eue depuis belle lurette, et le fait que vous fassiez justement cette exposition itinérante dans toutes les communes, elle n'est évidemment pas un hasard. Pas innocente. C'est pas innocent. Et puis c'est exactement ça. Je pense qu'on voit tous les 4 cet enjeu-là maintenant, en fait. Mais ça doit être un enjeu collectif, quoi. Enfin, il y a vraiment tout le monde qui... Ouais. Enfin, si on arrive à unir les forces, il y a une carte à jouer. Non, c'est sûr, ouais, ça va être et ça, quelques belles années jusqu'en 2030. 40 ans, 60 ans, dans 20 ans, ce sera toujours pareil. IA ou pas. Mais à un moment, il y a des gens qui se réunissent et qui disent, nous, on a une idée, on veut faire avancer les choses. Et puis là, ça se passe ou pas. Ouais. La petite étincelle. Merci pour ces mots, pour un peu finaliser puis faire un peu le point sur l'avenir. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter ou si on peut passer, je ne sais pas s'il y a des questions au sein du public. On est aussi en live sur Instagram aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a eu du monde sur le chat. Mais voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aimerait encore poser une question ou quelqu'une. Si c'est tout bon, on va se laisser là-dessus. C'était des très jolis mots de fin, si ça vous va. Merci encore une fois à vous 3 pour votre présence aujourd'hui, d'avoir fait le déplacement jusqu'à Avry, d'avoir partagé ce moment ensemble. On se réjouit effectivement de l'avenir. C'était un très bon moment d'échange aussi sur ce qui a été fait. Merci encore pour ces partages. Et puis à très vite alors pour réfléchir à la suite. Merci. Merci au public. C'était cool. Et puis une belle soirée à vous.